Bonjour et bienvenue à notre 8e rendez-vous d'actualité webinaire de l'IREO, le dernier de cette semaine. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Jonathan Desley, formateur RH, pour un sujet encore une fois d'actualité, conclusion et rupture du contrat de travail en période de Covid-19. Alors, avant de lui laisser la parole, je vous rappelle que vous avez un chat à votre disposition qui vous permet effectivement de signaler si vous avez des problèmes de réception pendant la diffusion. Alors, je rappelle que cette plateforme est optimisée pour Google Chrome. Donc, si vous avez un souci, n'hésitez pas à changer de navigateur. De même, si vous rencontrez des problèmes de son, pensez à actualiser la page. Ça revient généralement très rapidement. Vous avez également un onglet questions qui est à votre disposition pour laisser les questions d'ordre général, pas de cas particulier si vous le voulez bien, auxquelles Jonathan essaiera de répondre en fin d'intervention si le temps le permet. Alors, nous n'aurons peut-être pas le temps de voir toutes les questions. Néanmoins, si certaines de ces questions n'ont pas pu être évoquées avec Jonathan, je lui transmettrai par mail et il fera une réponse que je communiquerai à tous les participants par retour de mail. Voilà, je laisse la parole à Jonathan. Je vous retrouve sur le chat et sur le forum des questions et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux pour ce webinaire sur un thème qui est effectivement tout à fait d'actualité puisqu'il concerne la conclusion et la rupture du contrat de travail en cette période de Covid-19 qui est évidemment particulière. Et il est important de souligner que le droit du travail se poursuit malgré effectivement cette période. Et donc, il est important de connaître les modifications qu'il peut y avoir par rapport au contrat de travail et comment finalement poursuivre et conclure la vie du contrat de travail du début du contrat de travail, c'est-à-dire au niveau du recrutement, jusqu'à la fin du contrat de travail, donc par différentes manières, et tout simplement de rester vigilant par rapport à ces aspects qui sont très importants pour les salariés. Vous avez pu vous rendre compte qu'il y a de nombreux changements législatifs et réglementaires qui ont pu avoir lieu ces derniers mois. On le voit beaucoup au niveau de l'actualité, au niveau des communications du gouvernement. Ce qui est remarquable, c'est que par rapport à d'habitude, et c'est ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de changements et de manière aussi rapide, c'est qu'il n'y a pas de consultation ni de concertation nationale. Tout simplement pour faire face à cette situation d'urgence, qui est l'état d'urgence sanitaire, c'est bien dans les mots. Et donc finalement, le gouvernement va intervenir à force d'ordonnances ou de décrets, sans qu'il y ait de vote, de discussion au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Néanmoins, le gouvernement a pris soin de beaucoup communiquer, quitte à essuyer des critiques, mais en tout cas de favoriser néanmoins le dialogue directement avec les Français, mais aussi à travers les médias. Et donc, on a pu voir récemment le président de la République et également le Premier ministre, tous ces derniers mois, à travers des interviews qui n'étaient pas forcément faciles à réaliser parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes par rapport à cette situation sanitaire, mais également à travers des fiches qui sont disponibles sur Internet, sur les sites du secteur public. Et ils ont été interrogés sur beaucoup de sujets qui touchaient le salarié de façon générale, mais également toutes les personnes qui sont touchées par la crise du Covid-19. L'activité partielle qui a été mise largement en place dans notre pays pour poursuivre le contrat de travail, et c'était vraiment ce qui est favorisé par le gouvernement, de ne pas créer un chômage de masse par rapport à cette crise qui peut du coup en engendrer une autre. Donc on poursuit le contrat de travail à travers l'activité partielle. Le CSE, qui est maintenant effectif depuis le 1er janvier et de manière obligatoire depuis le début de l'année, les entreprises qui ne l'ont pas fait à temps ont été finalement condamnées ou menacées d'amendes pour pouvoir du coup les mettre en place. Donc le dialogue social va se poursuivre, mais d'une manière tout à fait particulière. L'indemnisation chômage a aussi bien évidemment été touchée puisque la réforme qui prévoyait un nouveau calcul de l'assurance chômage a été reportée. Et ce que l'on a pu entendre hier, c'est que finalement, l'assurance chômage, le mode de l'indemnisation des demandeurs d'emploi, risque d'être revu en faveur des demandeurs d'emploi. La prime de pouvoir d'achat, d'autres sujets également, ont pu être bouleversés ou reportés. On peut aussi penser
à la réforme de la retraite, puisque évidemment c'est difficile de faire des prévisions à travers les dépenses du gouvernement qui ont pu être faites et les prévisions qui sont en ce sens tout à fait modifiées. Donc le Covid-19, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau du droit, eh bien, ça n'est pas un cas de force majeure, on pourrait dire, c'est-à-dire qui est véritablement. Alors, Jonathan, si vous m'entendez, on a un souci de son pour votre présentation. Donc, je viens de couper votre webcam pour permettre de rétablir le son. Peut-être réactualiser votre page pour pouvoir récupérer ce son. Effectivement, notre formateur a été déconnecté, il a perdu la connexion Internet, il va tout de suite revenir réactualiser. Pour ceux qui ont un souci de son, qui m'indiquent qu'effectivement le son était mauvais du côté de notre fort, il est avec le micro de l'ordinateur. C'est pour ça que le son est moins bon que ce que vous pouvez avoir avec moi qui suis avec un micro. Donc, le temps qu'il revienne sur scène, je vous propose, vous, d'augmenter le son de votre ordinateur pour mieux l'entendre. Déconnecté. Voilà, ça y est. On vous a retrouvé, Jonathan. Il y avait un problème de son. Je vais peut-être couper votre caméra pour éviter de prendre trop de bande passante et vous laisser poursuivre. D'accord? Très bien. Donc, je vais parler du cas de force majeure. Vous m'entendez toujours? Pour le moment, oui. D'accord. Donc, le cas de force majeure, ça ne s'applique pas au niveau du Covid-19. Puisque normalement, c'est une situation qui est imprévisible, qui est irrésistible et extérieure aux personnes concernées. C'est, je dirais, la définition du cas de force majeure. On aurait pu penser que ça s'applique au niveau du Covid-19, et en fait, ça n'a pas été le cas. L'idée, c'est que s'il y avait eu un cas de force majeure, eh bien, juridiquement, ça aurait laissé la place à un motif d'arrêt du contrat de travail qui aurait risqué finalement de créer un licenciement de masse et qui aurait été véritablement, bien sûr, préjudiciable au niveau des salariés. À la place, le législateur et le gouvernement précisément a préféré poursuivre ou mettre en activité partielle donc les salariés, qu'ils soient en CDD ou en CDI. Beaucoup de télétravail aussi, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et donc, c'est ça qui a permis finalement de ne pas créer ce licenciement de masse. D'autres pays ont fait un choix différent, ou tout au moins n'étaient pas armés sur le plan juridique pour pouvoir faire face à cette situation. Et donc, quand on prend par exemple les États-Unis, eh bien, ils n'ont pas pu finalement créer ce dispositif qui n'existe pas là-bas. Et donc, du jour au lendemain, eh bien, les salariés se sont retrouvés sans travail avec de grandes difficultés sociales pour pouvoir justement, à la suite de la perte du contrat, n'ont pas pu en retrouver, donc n'ont pas pu avoir de compensation au niveau du salaire et sont automatiquement repassés demandeurs d'emploi. Donc cette possibilité que nous avons en France, elle a été largement utilisée. Et donc c'est ce qui permet finalement de pouvoir passer la crise sans qu'il y ait autant de licenciements qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Mais donc sur le plan juridique, on ne peut pas invoquer le cas de force majeure pour le Covid-19 dans ces cas-là. Bien entendu, il peut y avoir un cas de force majeure pour d'autres cas. Par exemple, si l'entreprise est victime d'un incendie, qu'on ne peut pas travailler, là, ça fonctionne, mais pas pour le Covid-19 en tant que tel. Donc, il faut être vigilant sur le motif. Le cas de force majeure ne peut pas être utilisé. Pendant ce temps, évidemment, l'activité continue. Il y a même des activités, comme on l'a vu avec les soignants, finalement, qui vont être démultipliées, où finalement, ça va être pénurique. On va vraiment avoir besoin de bras pour pouvoir travailler. Mais des recrutements, de manière classique, peuvent aussi se faire. Et donc là, on va retrouver la même législation qu'habituellement, à travers deux formes de propositions d'embauche qui vont pouvoir être faites au niveau des salariés.
Souvent, on pense à la promesse d'embauche, et c'est vrai qu'elle existe, mais il y a aussi une autre forme de proposition d'embauche qui est moins contraignante, moins engageante par rapport à l'entreprise. Il s'agit de l'offre de contrat de travail. C'est une proposition, une simple offre de contrat. C'est l'entreprise qui propose finalement une activité professionnelle aux salariés qui va pouvoir accepter ou non. Il n'y a pas à ce moment-là d'engagement de part et d'autre. À la différence de ce qu'on appelle la promesse d'embauche, qui est une promesse unilatérale de contrat de travail, c'est l'employeur qui s'engage de son côté. À ce moment-là, on est véritablement sur un contrat, qui n'est pas encore un contrat écrit, mais qui en France a valeur de contrat de travail. Donc une promesse d'embauche faite par une entreprise a valeur de contrat de travail et donc va engager l'entreprise comme s'il s'agissait d'un contrat de travail. Autrement dit, s'il y a rupture par rapport à cette promesse d'embauche, eh bien, on peut très bien aller sur un licenciement qui est injustifié par rapport à la promesse d'embauche. L'offre de contrat, finalement, ne peut engendrer que des dommages et intérêts par rapport aux salariés. De ce que j'ai pu voir dans ma carrière, on est souvent à 300, 400 euros de dédommagement par rapport aux salariés quand l'entreprise n'a pas honoré son offre de contrat de travail. Le montant reste bien sûr limité puisque le salarié n'a pas encore commencé à travailler. Donc, il peut être intéressant de se demander quelles sont les différences entre l'offre de contrat de travail et la promesse unilatérale de contrat de travail. Eh bien, la différence, elle est très faible finalement. Elle reste à l'appréciation du Conseil des prud'hommes ou de l'inspection du travail, dans la mesure où cette promesse, il va y avoir véritablement un engagement qui figure au niveau du fond. Et donc, ça va être, par exemple, des détails en plus, comme la date de démarrage, le salaire également, que nous n'avons pas forcément dans l'offre de contrat de travail, qui est plus finalement, on pourrait dire, une sorte de marque d'intérêt, une fin de processus, mais qui n'est pas encore allée jusqu'au bout. Et donc, il y a parfois contestation entre les deux, entre l'offre de contrat de travail et la promesse de contrat de travail. Néanmoins, la forme est libre, et donc aujourd'hui, la plupart des promesses de contrat de travail, comme on dit, ou même des offres de contrat de travail, figurent plutôt par mail, donc pas forcément en pièce jointe, mais juste quelques lignes dans le mail lui-même. Ça, c'est tout à fait bon au niveau juridique, hein, c'est tout à fait valide, dans la mesure où la date du mail ne peut pas être modifiée. C'est la grosse différence entre le fax et le mail, c'est que donc, le fax qui n'est plus beaucoup utilisé aujourd'hui, eh bien, on avait la possibilité techniquement de changer les dates du fax. De ce fait, le fax ne pouvait pas être utilisé à la fois dans des pièces à conviction, dans des problèmes, par exemple au niveau pénal, quand il y avait des procès importants, mais également au niveau du Conseil des prud'hommes. Mais le mail fait tout à fait office d'une information valide et d'un engagement au niveau du contrat de travail. Alors, au niveau du contenu, on en parlait. On va évidemment faire figurer dans la promesse unilatérale de contrat de travail, c'est vraiment l'emploi, la date, le salaire et le lieu, c'est-à-dire les éléments substantiels du contrat de travail. Le refus du candidat, évidemment, il est possible puisqu'il n'y a pas encore d'engagement, c'est-à-dire que même dans le cadre de la promesse d'embauche qui engage le salarié, c'est une promesse qui est unilatérale. Donc l'employeur s'engage finalement par rapport au salarié, mais le salarié, à cette étape du processus, n'a pas encore dit oui. Donc il peut encore finalement le refuser, mais dans les délais. Si jamais il est hors délai, eh bien le problème c'est que la promesse d'embauche n'est plus valable, et donc on va en général mettre 1 mois sur la promesse d'embauche pour avoir une validité suffisante pour que le candidat ait tout simplement le temps de répondre, et de répondre par écrit, c'est plus sage, à cette promesse d'embauche. Dans la réalité, puisque nous sommes dans les rapports humains et que l'intégration du salarié doit être organisée, on va souvent donner des délais beaucoup plus courts de manière informelle pour confirmer une embauche ou non. Donc, ce qu'on peut voir par tradition, c'est généralement 3 jours pour laisser au candidat le temps de réfléchir s'il a des doutes quant à la rémunération qui lui est proposée, si par exemple il est déjà en poste, et jusqu'à 1 semaine
toujours avec l'accord de l'entreprise, pour réfléchir sur l'ensemble du recrutement qui lui est proposé. Donc, ces deux formes de proposition d'embauche, l'offre de contrat de travail et la promesse unilatérale de contrat de travail, se poursuivent toujours au niveau du Covid-19. Ce qui est important, et ça me fait penser au 11 septembre 2001, c'est que finalement, nous sommes un pays qui fonctionne beaucoup par l'écrit. Et donc, au moment du 11 septembre, il y a des personnes, des futurs salariés, des candidats, à qui on avait dit oui pour démarrer, par exemple, la semaine suivante, juste de manière orale, puisqu'en général, le contrat de travail, par exemple le CDI, n'est signé que bien après l'arrivée du salarié, le temps de le rédiger. C'est souvent ce qui se passe. Eh bien, ces personnes à qui on avait dit oui oralement, eh bien, n'ont pas forcément pu démarrer leur travail, même s'ils avaient pu démissionner avant. À l'inverse, les candidats qui avaient pu signer une promesse d'embauche, comme on vient de le voir, tous ceux-là ont été embauchés. Donc, je vous parle de mon expérience de recruteur à cette époque, et c'est ce que j'ai pu voir à chaque fois, c'est que quand il y a un écrit, l'entreprise a pu honorer son écrit, malgré les incertitudes liées au 11 septembre, alors que quand c'était juste oralement, finalement, les recrutements ont été gelés. Donc, on peut être vigilant sur les écrits qui sont produits par l'entreprise, quand un salarié vient nous voir, de regarder si c'est bien une offre de contrat de travail, c'est-à-dire une simple proposition, ou une promesse qui véritablement va engager l'entreprise. Et donc, on va favoriser dans cette période, même si les recrutements sont moins nombreux, l'écrit et en particulier la promesse de contrat de travail qui engage le salarié. Au niveau du recrutement, quand il se poursuit, on va évidemment favoriser les entretiens à distance. On est actuellement sur le fait vraiment de chercher à poursuivre les recrutements avec aucun contact au niveau de l'entreprise. Peut-être que cette situation va évoluer avec, pourquoi pas, des gestes barrières au niveau des entretiens, avec des ordinateurs qui sont régulièrement nettoyés pour passer les tests de recrutement. C'est possible, mais on n'en est pas encore actuellement là. Donc pour l'instant, on va favoriser, comme pour les formations, la visioconférence, même si il n'y a pas de communication non verbale suffisante, forcément, parce qu'on perd un gros pourcentage par rapport à la communication. Donc même si ça peut frustrer les entreprises, on peut tout à fait faire des entretiens à distance avec une grille d'entretien, avec pourquoi pas des tests de recrutement qui sont passés à distance. Ce qui se passe si jamais le contrat était signé avant le Covid-19, donc là on est comme avec une promesse d'embauche, il y a véritablement un engagement juridique contractuel de la part de l'entreprise. Eh bien, si le contrat a été signé avant le Covid-19, le licenciement est difficile. D'abord parce que l'engagement, il est formel, et on a le dit, ça peut toujours être contesté, mais surtout parce que la procédure de licenciement elle-même est tout à fait difficile. En effet, la procédure de licenciement n'a pas été modifiée par le législateur français. Et donc, comment faire un entretien préalable au licenciement ? Et comment faire pour une notification par lettre de recommandé avec avis de réception quand il y a des retards au niveau des délais postaux? Donc, toute cette situation va faire que même le licenciement va être difficile. Donc, on retrouve finalement dans les faits, de manière concrète, la poursuite des contrats de travail et donc les contrats qui ont été signés avant le Covid-19, naturellement, vont se poursuivre. Et donc, vous avez des salariés, et j'ai pu en voir quelques exemples, qui, à peine commencé leur contrat de travail, que ce soit CDD ou CDI, eh bien, se retrouvent finalement en activité à temps partiel comme les autres, l'activité partielle, ou même directement en télétravail. Il y a bien un but du gouvernement de ne pas modifier, de ne pas assouplir les règles de licenciement, de limiter les ruptures du contrat de travail. C'est ce qu'on peut voir avec la loi du 23 mars 2020, qui a priori ne va pas être modifiée, en tout cas pas en profondeur. Et donc, il n'y a pas normalement de futures clarifications importantes qui risquent d'être attendues. À l'inverse, le gouvernement s'attache plutôt à favoriser le recrutement. Pour cela, il ne favorise pas la procédure de recrutement en particulier, puisqu'elle reste relativement assez libre. Mais pour les secteurs prioritaires liés directement au Covid-19, eh bien, il va y avoir des efforts et des communications qui vont être faites par rapport à ça. Donc, vous avez pu voir peut-être des recrutements qui étaient demandés dans certains secteurs. Donc, par exemple, dans la région du Nord, la cueillette des fraises, des asperges. Vous avez pu voir au niveau des soignants le rappel des anciens soignants ou de ceux qui étaient même retraités.
eh bien, c'est la même chose. Le gouvernement met en place des moyens techniques, en plus de la communication, des moyens techniques pour favoriser les secteurs prioritaires par rapport à la période du Covid-19. Donc, pas les secteurs habituels de pénurie de candidats, mais les secteurs qui en ont besoin actuellement. Et donc, vous avez, via Pôle emploi, une plateforme qui s'appelle Mobilisation Emploi, qui permet finalement de regrouper les différentes offres qui restent à pourvoir. Quant à la rupture du contrat de travail dans le contexte du Covid-19, finalement, il ne va pas y avoir de grands bouleversements. Au niveau de la période d'essai, il va y avoir, en cas d'activité partielle, ce qui est le cas pour beaucoup de Français, le contrat de travail qui est suspendu. Donc, c'est une situation qui n'est pas inhabituelle. Par exemple, en cas de maternité, de congé sabbatique, eh bien, le contrat de travail va être suspendu. Ce qui est important, c'est que la période d'essai, on est repoussé dedans. C'est tout à fait logique, puisque en cas d'activité partielle, on ne va pas pouvoir éprouver le salarié, on ne va pas pouvoir voir de quoi il est capable, on ne va pas pouvoir l'évaluer sur le terrain. De la même manière, le salarié lui-même ne peut pas prendre connaissance, on pourrait dire, de l'entreprise elle-même et ne va pas pouvoir tester son entreprise elle-même. Et donc, la période d'essai, naturellement, va être repoussée. Et c'est pareil pour le télétravail. Malgré la distance, il va y avoir une poursuite de la période d'essai, puisqu'il y a travail, même s'il y a télétravail, eh bien, la période d'essai va se poursuivre tout à fait normalement, puisque là, on va pouvoir évaluer le salarié et d'une certaine manière, celui-ci va pouvoir quand même tester son entreprise en télétravail. Donc voilà par rapport à la période d'essai. Si jamais je travaille, eh bien, la période d'essai se poursuit. Mais si je ne travaille pas, évidemment, la période d'essai va être repoussée. Alors pour la rupture de période d'essai, là on est toujours sur les mêmes bases, c'est-à-dire que le motif doit être lié au salarié et non pas au Covid-19. Si jamais c'est lié au Covid-19, eh bien vous le voyez, on est vraiment dans une situation qui rappelle davantage finalement le licenciement économique. Le problème, c'est qu'au niveau de la période d'essai en France, eh bien il ne doit pas y avoir de motif, en tout cas pas de motif écrit. Si jamais le salarié se rend compte qu'on met fin à sa période d'essai pour des raisons de Covid-19, il peut tout à fait contester la fin de sa période d'essai. Et donc, dans ces cas-là, c'est à l'employeur de prouver lui-même que eh bien, la fin de sa période d'essai ne dépendait pas du Covid-19. Donc, pas de motif écrit, mais un motif qui reste à fournir par l'entreprise si jamais il y a contestation. Il faut également respecter le délai de prévenance côté employeur ou salarié, donc on ne peut pas partir du jour au lendemain. Il y a des délais à respecter qui sont un peu plus longs pour l'entreprise, qui sont un peu plus légers, un peu plus courts pour le salarié. Donc ils sont de 1 jour ou 2 pour pouvoir partir. C'est ce qui permet finalement à l'entreprise de pouvoir s'organiser. Si jamais l'entreprise éprouve des difficultés liées qui sont au Covid-19, ce qui peut être fait de manière plus sage, je dirais, pour éviter les contestations, c'est d'abord de mettre le salarié en activité partielle avant la rupture de la période d'essai. C'est-à-dire que logiquement, si l'entreprise a des difficultés, elle doit d'abord utiliser le levier de l'activité partielle et non pas immédiatement rompre la période d'essai. Sinon, ça peut paraître louche finalement que d'un seul coup on rompt la période d'essai, alors qu'il y avait quand même la possibilité de travailler de manière physique. Ce qu'il en est des CDD, des contrats d'intérim en cours, donc comme je le disais, pas de cas de force majeure. Donc logiquement, les CDD vont se poursuivre, soit normalement si c'est possible, par exemple à travers la distanciation physique. Et on a vu que dès hier, on a choisi finalement d'assouplir les règles. Donc ça, c'est tout à fait possible que ces CDD se poursuivent normalement. Sinon, il peut y avoir aussi, comme pour les CDI, une mise en activité partielle. Il peut y avoir aussi une rupture d'un commun accord. Par exemple, pensez aux saisonniers qui ont une activité partielle éventuelle, mais comme les délais risquent d'être plus importants au niveau du Covid-19 et donc au niveau de l'activité partielle, finalement, ils risquent d'être en CDD pour des CDD qui ne vont pas se réaliser. Et donc, pour se dégager de leur obligation vis-à-vis de l'employeur, eh bien, ils peuvent tout à fait aboutir à un commun accord. Puisqu'il s'agit d'un CDD, il faut un commun accord pour pouvoir le rompre. Comme je vous le disais, donc le non-renouvellement pour motif de Covid-19, de la même manière
que la rupture de la période d'essai, elle est illégale, puisqu'il n'y a pas de cas de force majeure. Donc ça reste difficile à prouver, cette idée de non-renouvellement pour le motif de Covid-19, mais là aussi, on peut s'interroger sur, par exemple, des professeurs qui seraient habitués à être en CDD pendant des années. D'un seul coup, il n'y a pas de renouvellement. On peut penser que ce serait le motif de Covid-19. Donc là aussi, évidemment, ce non-renouvellement est tout à fait illégal, puisque ce n'est pas le bon motif. Sur le plan de la démission et du licenciement, eh bien, c'est les mêmes règles du droit du travail qui vont s'appliquer. Donc le licenciement reste possible sur le plan économique, et on va en parler dans un webinaire prochain, mais il faut vraiment qu'il y ait une justification. Donc c'est les mêmes que d'habitude, donc de façon globale, on pourrait dire que c'est pour la part d'activité de l'entreprise, et donc il risque d'y en avoir, mais il faut bien que dans ces cas-là, les règles du licenciement économique soient appliquées. Au niveau du préavis, eh bien, le préavis existe toujours, bien évidemment, il n'a pas été modifié. Donc le préavis, il va s'exercer surtout lorsqu'il y a licenciement, lorsqu'il y a démission. Et la particularité du préavis, contrairement à la période d'essai, c'est que le délai de préavis ne peut être ni interrompu ni suspendu, sauf s'il y a bien évidemment une convention collective contraire ou une disposition plus favorable de la part de l'entreprise. Et donc, quoi qu'il arrive, le préavis va se poursuivre. De la manière qu'en cas de chômage partiel ou d'arrêt de travail, eh bien, la fin du contrat de travail va être identique. Donc, le préavis ne se modifie pas, quoi qu'il arrive, puisque dans la constitution même du préavis, eh bien, il ne bouge jamais, la date ne peut pas être repoussée. Donc, c'est plutôt favorable néanmoins pour, on pourrait dire, pour l'entreprise qui va finalement garder ses salariés. Mais je vous rappelle quand même que le but du préavis, c'est de ne pas être exécuté totalement, mais plutôt d'être négocié entre l'entreprise et le salarié. Donc, par exemple, un préavis de 3 mois pour les cadres est rarement exécuté. Je n'en ai vu que 2 dans ma carrière. En général, le préavis va être exécuté partiellement, puisque le but du préavis, c'est finalement d'équilibrer la chèvre et le chou, c'est-à-dire de permettre à un salarié de quitter son entreprise en clôturant ses dossiers, en disant au revoir à ses collègues, de permettre la transition à la nouvelle entreprise qui, elle, en général, est très pressée de le faire démarrer. Et donc voilà pourquoi, comme on essaie de privilégier à la fois l'entreprise que l'on quitte et l'entreprise que l'on vient chercher, eh bien, le préavis n'est pas exécuté en entier, mais sur le plan du droit du travail, les durées ne peuvent pas être modifiées pour quelque motif que ce soit, même le chômage partiel ou l'arrêt de travail. Il reste aussi la rupture conventionnelle, donc qui est maintenant bien dans les mœurs. Dans ces cas-là, ça ne change pas, puisque l'employeur et les salariés doivent quand même demander la demande de l'homologation de la rupture conventionnelle. Là, la nouveauté qui se fait, c'est quand même la télétransmission qui va maintenant être demandée donc par la directe, qui est chargée de l'homologation, donc pour éviter tout simplement les contacts avec les salariés de la directe, et pour aussi que tout puisse se faire dans les délais qui sont demandés. Donc la télétransmission reste aujourd'hui la règle pour la rupture conventionnelle. Sur le point des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, eh bien, ce sont des contrats qui, à la base, sont toujours très protégés, puisque eh bien, ce sont souvent des étudiants qui sont à la fois salariés, qui ont besoin d'apprendre et qui sont liés à la fois à l'école et à l'employeur. Et comme les deux sont liés, ils ont besoin finalement du travail en entreprise et des cours pour pouvoir se faire. Il y a 2 cas de figure par rapport à ça. Soit il n'y a pas de cours à distance. Dans ces cas-là, c'est le travail en entreprise qui remplace les cours à distance. Et il y a des étudiants salariés en apprentissage ou en professionnalisation qui ont été mécontents puisqu'ils s'attendaient à des vacances. Eh bien non, pas de chance, le travail se poursuit dans ces cas-là en entreprise, mais avec les mêmes avantages que les autres salariés, c'est-à-dire le télétravail, l'activité partielle ou même par exemple la garde d'enfants. Si jamais ils sont en chômage partiel, dans ces cas-là, c'est avantageux pour eux puisque le contrat d'apprentissage est suspendu, mais avec la poursuite du salaire. Si jamais il y a les cours à distance, et c'est la grande nouveauté du Covid-19, c'est que dans ces cas-là, la formation peut se suivre à distance. Donc, par exemple, si je fais un CAP cuisine en contrat d'apprentissage, eh bien, je vais pouvoir faire mes exercices de cuisine à la maison. Donc, c'est peut-être un peu moins pratique, surtout pour la famille, mais ça peut tout à fait se faire. En tout cas, c'est reconnu par le législateur.
Donc, ça permet du coup de ne pas perdre aussi au niveau de la formation. Donc, même si je n'ai pas de cours à distance, vous voyez, l'étudiant salarié, l'apprenti va quand même poursuivre son activité. Et donc, il n'y a pas véritablement de rupture en ce qui les concerne. C'est un petit peu comme pour les CDD, on est vraiment sur des contrats qui sont comme protégés, c'est-à-dire que le législateur fait tout pour qu'ils puissent être menés jusqu'au bout. Et là, c'est très important en termes d'enjeux pour le salarié, puisqu'il y va à la fois de leur formation et à la fois de leur carrière. J'imagine que vous avez des questions, donc c'est maintenant le temps des questions. Donc n'hésitez pas à les poser, si vous en avez encore d'autres auprès de Muriel, et je me ferai une joie de vous répondre. Alors, merci Jonathan. Alors, il y a eu effectivement beaucoup de questions, mais vous y répondiez finalement au fur et à mesure. Donc, j'ai envie de dire beaucoup moins de questions que ce qui était prévu. Alors, une question à laquelle vous avez répondu, mais qui pourrait finalement être un petit résumé de cette intervention. Suzanne qui nous demande que se passe-t-il quand le contrat a été signé avant le Covid, que la période d'essai se terminait en juin 2020 et que l'entreprise décide de rompre le contrat en précisant bien sûr qu'il n'y avait pas d'activité partielle pour l'entreprise. Mais l'engagement reste le même en fait, puisque le contrat a été fait, et quelle que soit la décision de l'entreprise, qu'il y ait de l'activité partielle ou non, il faut que ce soit finalement une rupture du contrat de travail de manière classique. Et là, dans ces cas-là, on irait vers un licenciement de type économique. Si jamais on allait chercher, par exemple, une rupture en cours de période d'essai, par exemple une période d'essai qu'on renouvellerait, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait le Covid-19 qui soit utilisé comme motif pour rompre le contrat de travail à travers la période d'essai, alors que finalement, le salarié n'y est pour rien au niveau de sa propre production, de son propre travail. Donc, on dit bien que la rupture de contrat de travail, si elle est inhérente au salarié, si le salarié est responsable finalement de la rupture du contrat de travail, il faut que ça puisse être prouvé si jamais il y a contestation de la part du salarié. Et le législateur est vigilant par rapport à ça. Et l'inspection du travail commence déjà à faire attention à ce qu'il n'y ait pas finalement des ruptures en cours de période d'essai qui normalement devraient être requalifiées en licenciement économique. Donc un contrat qui aurait commencé juste avant la pandémie, même si le salarié n'a pas pu travailler beaucoup, et je dirais d'ailleurs que surtout s'il n'a pas pu travailler beaucoup et donc on n'a pas pu l'exercer, le tester, l'éprouver, eh bien dans ces cas-là, il doit finalement rentrer dans le licenciement économique avec tous les avantages qu'il peut y avoir. Donc là, ce n'est pas le sujet du jour, mais on peut très bien imaginer de la part de l'entreprise soit un plan de départ volontaire, soit un licenciement économique individuel, pourquoi pas pour les derniers arrivés, soit même une rupture conventionnelle collective qui offre aussi des avantages, mais en aucun cas, on ne peut mettre fin à une période d'essai pour un motif qui ne dépendrait pas du salarié et qui le priverait de ses avantages. D'accord. Alors justement, on évoque le licenciement économique et Séverine nous dit, malgré le chômage partiel et les aides de l'État, certaines entreprises pensent tout de même que les licenciements seront nécessaires et ceux qui effectivement font l'objet d'une période d'essai seront peut-être dans cette charrette. Est-ce que ce sera possible? J'ai envie de dire, vous y avez répondu, mais est-ce que vous voulez apporter des précisions puisque finalement, c'est tout l'enjeu de cette question-là. Est-ce que les licenciements économiques seront autorisés néanmoins d'une manière ou d'une autre? Alors oui, ils vont être autorisés, mais à partir du moment où l'entreprise peut les prouver, c'est-à-dire avec les règles d'assouplissement qui ont été faites par le président Macron. Mais ça n'empêche pas le dialogue social de se poursuivre. Et donc le risque qu'il pourrait y avoir, et il faut être vigilant à ce niveau-là, par rapport aux instances représentatives du personnel, c'est que quand bien même on arrive à imputer au Covid-19 des motifs légitimes du rupture du contrat de travail, donc si c'est respecté au niveau de la loi, il faut faire attention à ne pas trop se dépêcher, trop hâter finalement des procédures de licenciement économique qui, il faut le souligner, quelle que soit la position qu'on occupe autour de la table en entreprise, qui sont toujours les derniers recours. Donc on ne va pas forcément imaginer un licenciement économique massif un mois après le déconfinement,
alors qu'il y avait d'autres possibilités qui étaient en cours pour éviter ça. Donc, comme ce sont des solutions de dernier recours, elles sont faisables sur le plan du droit, mais il faut faire attention à ce que le dialogue social se poursuive et à ce que finalement les instances représentatives du personnel puissent avoir en temps et en heure les informations pour pouvoir se décider. Et donc là, il y a déjà eu quelques contestations par rapport à ça. Le législateur a dû trancher. Et donc, au niveau des informations, on est sur les mêmes types d'informations qui doivent arriver au niveau des instances représentatives du personnel. C'est juste qu'en termes de délai, elles sont souvent un peu plus rapides. Et donc, les sujets de contestation portent beaucoup sur ce délai-là. Mais on peut être aussi vigilant sur l'idée de ne pas forcément profiter de cette période pour justement favoriser les licenciements économiques alors que d'autres solutions étaient prévues. Et c'est pour ça que c'est important d'en discuter, de prendre le temps de discuter. Et c'est vrai que le bouleversement du CSE peut aussi amener, donc depuis le début de l'année, un dialogue peut-être avec moins de personnes autour de la table, qui soit beaucoup plus effectif, beaucoup plus pragmatique, mais il faut aussi que l'entreprise puisse jouer le jeu de ce côté-là. Donc il y a une idée, bien sûr, de respect de la loi par rapport au licenciement économique, on en a beaucoup parlé ce matin, mais je pense qu'il y a aussi l'importance du dialogue social qui doit se poursuivre dans de bonnes conditions, justement pour que les salariés ne se sentent pas lésés, parce que parfois, pour certaines entreprises, ces difficultés ne sont que provisoires et ne pas forcément aboutir à des licenciements économiques massifs. Oui, alors justement, Suzanne nous fait remarquer que les entreprises vont certainement passer par des accords de performance collective et non par les PSE. Ça fera d'ailleurs l'objet d'un webinaire, j'y reviendrai. Alors, Frédéric nous demande, et Arnaud demandait aussi, si la durée de la rupture conventionnelle avait été modifiée, si les délais avaient été modifiés en raison de cette période de Covid-19. Je pense que vous y avez répondu. En fait, c'est juste finalement la transmission qui est modifiée, les modes de transmission. C'est ça, absolument. Alors, on a vu parfois des cas de poursuite, finalement, de l'activité malgré la rupture conventionnelle. Donc là aussi, pour permettre à l'activité de se poursuivre, juste pour signaler, par exemple, à Frédéric, c'est qu'il n'y a pas de préavis officiel par rapport à la rupture conventionnelle, puisque je l'avais dit tout à l'heure, le préavis n'intervient qu'en cas de démission et de licenciement. Ce qu'on entend par préavis, c'est plutôt de manière courante sur ce délai qui est à respecter entre le moment où on annonce le souhait de se séparer, c'est un accord à l'amiable au niveau de la rupture conventionnelle, et la fin du contrat de travail. Donc ça n'a pas bougé. Vous pouvez retenir 15 jours plus 15 jours, alors qu'il se calcule de manière différente. Donc c'est le délai de rétractation. Et également ensuite une quinzaine de jours pour que la directe puisse homologuer la fin de la rupture conventionnelle. Et je dirais qu'avec effectivement les délais de sécurité qu'on peut mettre, par exemple avec le calcul notamment des jours fériés, on peut compter qu'une rupture conventionnelle, ça met plutôt 1 mois et demi, 2 mois grand maximum. Mais ce n'est pas un délai de préavis dans la mesure où en rupture conventionnelle, même une fois qu'on l'a décidé en fait entre salarié et employeur, le contrat de travail se poursuit. Dans la plupart des cas, les salariés utilisent leur congé pour ne pas rester avec une entreprise qu'ils ont décidé de quitter. D'accord. Très bien. Eh bien, il reste encore quelques questions, alors auxquelles je propose, alors plus personnelles un petit peu quand même, auxquelles que je propose de transmettre à Jonathan Deslay pour faire une réponse. Alors, on nous demande également, alors j'avais dit de poser les questions dans le forum des questions, mais dans le chat, on nous demande également de rappeler les règles d'assouplissement de Macron. Alors, j'imagine des ordonnances prises dans le cadre du contexte sanitaire. Peut-être que vous pourrez effectivement rappeler ça par écrit rapidement dans les réponses. Donc, il me reste à vous remercier beaucoup, Jonathan Deslay, pour cette précision sur les modes de conclusion et de rupture du contrat de travail en période de Covid-19. Je vous rappelle que nous avons encore des webinaires qui justement font la suite un petit peu de ce qui vient d'être dit. La semaine prochaine, nous retrouverons le 3 juin un webinaire justement sur les licenciements économiques collectifs. Donc, tout ce qui a été un petit peu posé aujourd'hui sera approfondi dans le cadre de ce webinaire mercredi prochain. Et vendredi prochain, nous aurons également un autre webinaire qui s'intitule « Préparer l'après-confinement et négocier la formation professionnelle ». Ça aura lieu vendredi prochain à 10 h. Avant de nous quitter, je vous remercie de bien vouloir répondre au sondage qui vient de vous être posé sur la satisfaction par rapport à ce webinaire. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, un très bon week-end de Pentecôte par avance et je vous donne rendez-vous à mercredi.
Merci Jonathan, merci à tous. Bon week-end.